Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va parler d'un prix Goncourt, celui de novembre 2022, avec un parcours de vie fascinant. C'est Brigitte Giraud, autrice du livre Vivre vite. On va découvrir son histoire dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. C'est Dorit Naon qui est avec nous aujourd'hui et qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Dorit, on est ravis de vous recevoir. De quoi on va parler aujourd'hui? Hello, on va parler de droit à la déconnexion et plus particulièrement des groupes WhatsApp et de comment ça impacte l'équilibre vie pro et vie perso. On en parle dans un instant, mais d'abord, l'heure de la fin de la tirelire est-il venue? En France, 80% des parents décident de donner de l'argent de poche à leurs enfants afin de les éduquer au sujet de la valeur de l'argent, de les initier à la gestion d'un budget aussi, et puis de leur donner une certaine autonomie financière. Mais il est peut-être venu de ranger la tirelire au fond du tiroir, grâce à des startups notamment qui sont là avec nous et qui prennent ce sujet à bras-le-corps. Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent maintenant apprendre à avoir accès à un compte bancaire, gérer leur argent aussi grâce à une application dédiée, voire une carte bleue associée. On va en parler avec notre associé du jour, notre invité du jour, Raphaël Lepret, PDG et cofondateur de MoneyWalkie. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va en parler dans un instant, mais d'abord, focus. Début novembre 2022, le prix Goncourt a été décerné à Brigitte Giraud. L'autrice de 60 ans a été récompensée pour son livre Vivre vite, dans lequel elle rend un hommage vibrant et très émouvant à son mari qui est décédé d'un accident de moto. Une immense épreuve au sein d'un parcours aussi étonnant qu'émouvant dont nous parle Xavier Terrade. Le 3 novembre 2022, Brigitte Giraud est la 13e femme à avoir reçu le prix Goncourt en 120 ans. L'auteure a été récompensée pour son livre Vivre vite, publié aux éditions Flammarion, un ouvrage dans lequel elle raconte l'accident de moto qui a coûté la vie à son mari Claude le 22 juin 1999. Après avoir résisté pendant de longs mois, après avoir ignoré jour après jour les assauts des promoteurs qui me pressaient de leur céder les lieux, j'ai fini par rendre les armes. Aujourd'hui, j'ai signé la vente de la maison. Quand je dis la maison, je veux dire la maison que j'ai achetée avec Claude il y a 20 ans et dans laquelle il n'a jamais vécu, à cause de l'accident. À cause de ce jour de juin où il a accéléré sur une moto qui n'était pas la sienne, sur un boulevard de la ville, inspiré par Louride peut-être, qui avait écrit « Vivre vite, mourir jeune ». Le point de départ d'un livre émouvant rempli d'interrogations, hasard, destin, coïncidence. Pourquoi ce drame s'est-il produit? Brigitte Giraud y mène une véritable enquête 20 ans après. Le prix Goncourt ne lui était pas inconnu, puisqu'en 2007, elle avait reçu le Goncourt de la Nouvelle. Pour le recueil, l'amour est très surestimé. En 2019, la femme de lettres avait été finaliste du prix Médicis pour son livre Jour de courage. À 60 ans, cette Lyonnaise née en Algérie a donc reçu le prix Goncourt, une consécration après la publication d'une dizaine d'ouvrages, des livres traduits dans une vingtaine de pays. En 1997, son ouvrage baptisé La Chambre des parents avait reçu le prix des étudiants. Avant de se lancer véritablement comme écrivaine, Brigitte Giraud a eu plusieurs vies professionnelles. Ses études de langue auraient dû la mener à une carrière de traductrice, mais elle a d'abord été tour à tour libraire, journaliste, conseillère littéraire ou encore éditrice, avant de se plonger dans l'écriture qui lui a permis de mieux affronter le drame de sa vie, la mort de son mari. En 2001, elle avait raconté les semaines qui avaient suivi son décès dans À présent. C'était de son propre aveu le livre de la sidération. 20 ans après, Vivre vite ressemble à celui de la compréhension et de la libération. Et on va continuer à parler d'éducation financière aujourd'hui parce que les notions de budget, d'économie, la valeur des choses aussi, c'est important pour les enfants. Ce sont des compétences essentielles qui les préparent, on le sait, à une vie adulte financièrement saine. Alors aujourd'hui, on a tout un tas d'outils et de nouvelles technologies qui émergent pour faciliter cet apprentissage, notamment des applications mobiles et des objets connectés qui transforment complètement la manière dont les enfants gèrent leur argent de poche et leurs économies. Petit à petit, on le disait en introduction, il remplace la traditionnelle tirelire et c'est notamment le cas de cet objet. Ça s'appelle MoneyWalkie. On va en parler tout de suite dans la première partie du talk.
Et aujourd'hui, à nos côtés, pour en parler justement, Raphaël Leprêtre, vous êtes PDG et cofondateur de Money Walkie. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. Alors je disais, ça s'appelle Money Walkie. Moi, ma petite sœur en a, elle adore, mais qu'est-ce que c'est ? Alors c'est très simple, c'est un petit moyen de paiement en définitive qui est relié à une application et qui permet de payer sans contact chez tous les commerçants, en France mais pas que, on peut même l'utiliser dans le monde. On a beaucoup de clients notamment qui l'ont utilisé pendant les vacances, pendant les déplacements, quand ils ont envoyé leurs enfants en colonie ou dans des petits séjours linguistiques. Comment vous avez eu l'idée d'inventer cet objet ? Alors tout est parti d'une idée un peu personnelle. En fait, on cherchait il y a maintenant 4 ans une solution pour notre fille qui avait 10 ans à l'époque et on cherchait une solution pour lui donner un petit peu d'argent en permanence sur elle et on voulait être sûr qu'elle n'allait pas se le faire voler, qu'elle n'allait pas le perdre ou tout simplement qu'on allait savoir à peu près ce qu'elle faisait avec cet argent quand on n'était pas là. Et on a un peu scruté la place et on n'a rien trouvé de satisfaisant. Et donc très naturellement, on se dit qu'il fallait peut-être créer cette solution parce qu'elle n'existait pas. Et donc on a couplé ça en fait d'un constat peut-être plus problématique. On a surtout compris que nos enfants n'étaient pas élevés ou ne recevaient pas une éducation sur la partie financière de la part de l'école. Je pense que les programmes sont déjà bien chargés, il n'y a plus de place pour ce sujet-là. Et donc on s'est dit qu'il fallait que ce petit objet soit à la fois ludique et intelligent et qui se couple d'une dimension éducative pour faire grandir nos enfants et pas les pousser dans le consumérisme tout simplement. Et donc on s'est lancé, on a fait plein de tests, on a rencontré plein de gens et de là est né d'abord un petit panda, avant même le petit renard. Voilà. C'est très différent d'une carte bancaire, mais est-ce que ça en a les mêmes exigences, d'un point de vue sécuritaire notamment ? D'un point de vue sécuritaire, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous êtes complètement protégé dans l'usage. Si d'aventure le petit Money Walkie était perdu, les parents ont la possibilité depuis l'application de le bloquer en direct et bien évidemment d'être remboursé s'il y avait des dépenses litigieuses, s'il était trouvé par quelqu'un de malveillant. Donc on est vraiment dans un usage très très protégé. L'avantage surtout, c'est que les parents peuvent suivre au fur et à mesure de la vie de leur enfant les dépenses que ces derniers vont pouvoir faire et engager des discussions autour de ces sujets. Et nous, ce qui nous intéressait, et c'était vraiment la mission même de Money Walkie, c'était de créer une discussion entre le parent et son enfant sur ce sujet de l'éducation financière. Et c'est pour ça qu'on a mis cette petite notification qui permet aux parents d'être informés en temps réel de l'usage. Donc votre enfant sort du collège, va acheter un pain au chocolat à 16h, vous en êtes informé. Ça vous permet de rebondir. S'il achète 10 pains au chocolat pour toute la classe, vous pouvez éventuellement l'appeler à réflexion sur ce sujet-là. Et bien sûr, quand votre enfant grandit, vous pouvez débrancher ces notifications en fonction de son âge, sa maturité. D'accord. Il n'y a pas de découvert autorisé, j'imagine ? Non, alors pas de découvert autorisé pour des questions de bon sens. Apprenons déjà à gérer ce qu'on a avant d'en emprunter au tiers. Donc oui, non, c'est quelque chose d'assez simple d'usage en définitive. L'important pour nous, c'était que ça soit sécurisé, que ça soit souple et facile d'utilisation pour les enfants. Donc on exploite toute la technologie du sans contact. Et petite particularité, c'est que nous, on est sorti sur le marché juste en période post-Covid et on a bénéficié à ce titre-là d'un véritable engouement parce que tous les commerçants s'étaient mis à niveau en termes d'appareillage et puis on avait quand même expliqué pendant près d'1 an aux parents que l'argent liquide était quelque chose qui un jour serait révolu, que c'était porteur du virus et donc les gens cherchaient des solutions alternatives. C'était compliqué de leur avoir expliqué qu'il fallait plus utiliser des billets et de confier des billets à ses enfants à la rentrée scolaire. Donc nous, on est rentré à ce moment-là et ça a été un moment très intéressant parce que les Français ont fait cette bascule mentale sur ces nouvelles façons de payer et ils ont pris conscience que c'était une façon intéressante et de confiance et c'est devenu le moyen de paiement préféré des Français en 2021. Alors, vous en parliez, peu importe l'âge, l'acquisition de billets ou de pièces de monnaie, ça permet aussi de se rendre compte de la valeur de l'argent, de ce qu'on dépense aussi. Vous venez complètement disrupter ce modèle-là. Oui. Ça ne perturbe pas les enfants, les retours sont malgré tout positifs ? Alors les retours sont très très bons. Alors, première chose, on trouve que les pièces et les billets sont vraiment intéressants. Ça participe à notre culture et donc il faut les maintenir. Et donc on n'est pas du tout en train de lutter contre la pièce ou le billet. On vient s'apposer à côté d'un mode de paiement existant. On est entre la carte et le billet, en fait. On est quelque chose d'un peu nouveau. Et nous, on essaie au contraire de projeter l'enfant dans la galaxie, dans l'univers dans lequel il va vivre et va grandir. Peu de chances que nos enfants soient payés un jour à la fin du mois, pas plus que nous le sommes, en billets ou en pièces. Donc on veut au contraire leur faire prendre conscience dès les jeunes âges de cette valeur de l'argent sans passer par la pièce et sans les billets. Donc nous, notre pari, c'est de dire les enfants à 6-7 ans, quand ils commencent à développer des réflexes, ils sont
au contraire très intelligents, ils ont une capacité à embarquer des modèles pas forcément concrets, ils savent déjà manier l'amour, la haine, ils ont déjà des concepts abstraits, et donc on va leur apprendre une représentation mentale qu'un pain au chocolat ça va 1 euro, et pour autant on va leur donner un sens et une valeur, même s'il n'y a pas une pièce derrière. Sachant que la pièce et le billet sont déjà des représentations de confiance, puisque ça ne vaut pas intrinsèquement ce que ça vaut. Donc, on les projette dans un autre univers de représentation, et au contraire, on a plutôt vu des enfants développer des capacités qui sont intéressantes, notamment sur le calcul mental. Donc, les enfants sont des représentations plus faciles, des choses abstraites, et apprennent à bien calculer mentalement. C'est justement aussi ce qu'on aime chez Money Walkie, c'est bien sûr l'objet qui est canon. Vous en avez d'ailleurs d'autres. Il y en a plein différents. Votre best-seller, c'est le petit panda. Capitale sympathie du panda, incroyable, suivi du petit renard que vous avez dans les mains. Et on a cédé aux sirènes de la licorne, bien sûr. Et qui est un best-seller aussi. D'accord. Bon, ce qu'on aime aussi, au-delà de cet objet, effectivement, chez Money Walkie, c'est bien sûr la démarche pédagogique. Vous en parliez, apprendre aux enfants à gérer leur argent. Quand un enfant, aujourd'hui, achète une place de cinéma, vous décomposez le prix pour lui apprendre justement ce qu'il y a derrière ce qu'il achète. Ce qui nous intéressait, c'était justement de donner des réflexes intellectuels aux enfants sur ces sujets de consommation. Donc, décomposer les prix, c'est une première étape pour expliquer qu'il y a une part pour l'État, une part pour le boulanger, mais voilà, que la totalité ne rentre pas dans la poche du boulanger. Et ce qu'on voulait aussi, c'est développer chez eux des réflexes vertueux sur d'autres sujets. Donc, ils ont la possibilité d'apprendre à économiser. Donc, ils ont une petite tirelire qui est embarquée dans l'application qui leur permet de mettre un petit peu d'argent de côté. Donc, on les incite à se donner des objectifs, à définir ce qu'ils aimeraient acheter un jour. On les incite aussi à apprendre à gagner de l'argent avec leurs parents. Donc, il y a un module sur des petites missions. Donc, on définit avec ses parents, par exemple, qu'on va aller tondre la pelouse du grand-père et qu'on va toucher en rétribution 5 euros. Donc, on se fixe des petites missions. On peut même négocier avec ses parents les montants de ces rétributions. Et enfin, peut-être la partie dont on est la plus fière, on a mis un module autour du don. Donc, les enfants, on voulait aussi leur expliquer que l'argent, c'était certes intéressant pour consommer, c'était intéressant pour épargner, mais qu'au-delà de la thésaurisation, on pouvait également aider les autres. Et donc, on a défini des associations avec lesquelles on travaille en particulier, la Fondation des hôpitaux, Tara Océan, le WWF. Et donc, on donne la possibilité aux enfants de faire un don. Alors, c'est des petits montants, 1, 2, 3 euros, mais ça leur apprend progressivement que cet argent a un sens. Alors, je rassure tous les parents qui pourraient nous regarder, c'est bien évidemment sous le contrôle parental, donc les parents valident les dons, donc pas de risque qu'un enfant d'une hyper générosité donne toute sa tirelire, même si ce serait pas un drame. Les retours aujourd'hui des parents sont très positifs. Ça fait maintenant notre 3e rentrée scolaire. On rentre dans la vie des enfants, on rentre dans leur usage quotidien. C'est ça qui est amusant, parce que nous, on voit un peu ce qui se passe dans leur consommation. Donc, les retours sont très bons. Et encore une fois, on vient là comme complément et on vient vraiment répondre à un problème que les parents avaient et qui n'était pas solutionné. On est un petit peu en parallèle des banques et de tout ce qui peut se faire aujourd'hui sur ce type de business. Où est-ce qu'on peut trouver Money Walkie en vente aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous, on a un modèle un petit peu original, enfin, somme toute. On est distribué sur notre site internet moneywalkie.com, ça c'est ce qui est le plus simple. Et on est surtout distribué dans le commerce, donc on est dans les grandes enseignes comme la Fnac, comme les Jouets Ça Joue, comme King Jouet. Et on est aussi rentré dans des très beaux magasins comme le Bon Marché, le Printemps. Et on est chez plein de commerçants indépendants qui ont été nos premiers soutiens. Beaucoup de concept stores autour de la famille où on a été identifié par ces boutiques-là qui nous ont mis à portée des familles. Donc ça, c'est génial. Et enfin, on a un partenariat avec le groupe BPCE. Donc BPCE, c'est les caisses d'épargne et les banques populaires. Et donc, on est distribué dans certaines de ces caisses. Donc là aussi, partenariat un petit peu unique. Ça venait d'un besoin de sensibiliser les familles justement à ces problématiques d'éducation et à trouver des solutions pour les familles, pour les jeunes enfants. Et comme ils n'en avaient pas forcément d'adapter, ils nous ont proposé de travailler avec eux. On l'a fait et ma foi, ça se passe plutôt bien. Et ça coûte combien aujourd'hui, Money Walkie ? Alors, Money Walkie, quand vous l'achetez dans le commerce, c'est 30 euros. Donc, pour 30 euros, vous achetez le petit boîtier et la coque au choix. Et après, on a des modèles économiques. On paye à l'usage. Donc, vous avez 2 modèles économiques simples. Soit vous payez au rechargement. Donc, vous allez payer 1 euro à chaque fois que vous rechargez. Et vous rechargez en fonction des besoins de votre enfant. Soit vous prenez un abonnement d'1,90 €. Le tout étant sans engagement, bien évidemment. Et ça vous permet de recharger autant de fois que vous voulez.
La contrepartie de ce modèle économique payant, c'est que ça nous permet de sécuriser, de payer tous les gens qui sont derrière. Et bien évidemment, on ne revend pas les données des enfants. Donc, il n'y a pas de modèle alternatif. Et c'est publicitaire. important. Voilà. Merci beaucoup. On va continuer à évoquer justement ce sujet d'éducation financière avec nos invités, notre invité. Mais d'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau. Something's got Jesus. Dang happening. Jumping Jehoshaphat. We're out of this world. And not in the same chassis we left in. As curious as to where and when that fragment took us is how, son. You see, we're commandeering a person in this continuum. Not unlike the way... 千万不要外逃，更不能使用电梯。我在地蹲下或坐下，尽量去绝身体，降低身体重心。我们不知道地震什么时候会来，但学好地震自救知识，可以更好地保护自己和他人。 Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invité, Raphaël Leprêtre, PDG et cofondateur de Money Walkie. Et juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Dorit Namon qui a une idée derrière la tech. Dorit, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez nous parler de déconnexion. Le droit à la déconnexion, c'est le droit à chaque personne d'avoir une vie privée, tout simplement, et l'obligation pour l'employeur de le respecter. C'est une obligation légale. Chaque entreprise doit mettre en place une charte du droit à la déconnexion. C'est un peu les 10 commandements de l'entreprise avec ses engagements pour respecter l'équilibre vie pro et vie perso de chaque personne. Et dans les faits, justement, qu'est-ce que ça donne ? Dans les faits, on est loin d'un tableau parfait. 34% des salariés se connectent à leurs outils pro pendant leurs vacances. J'avais lancé un sondage sur LinkedIn avec la question « Avez-vous déjà été sollicité en dehors de vos horaires de travail par votre entreprise ?» Sur 3000 votants, 80% ont répondu « oui ». La plupart des votants estiment qu'il n'y avait pas d'urgence et que les demandes auraient pu être formulées sur le temps de travail, mais une grande partie répond quand même aux sollicitations parce qu'ils ont peur de perdre leur job
job en refusant une sollicitation en dehors de leur temps de travail. Donc, ils répondent aux messages à 23h, aux appels pendant leurs vacances, aux mails pendant leurs jours off. La liste est longue. J'aimerais rappeler qu'un employeur n'a pas le droit de tenir rigueur à un collaborateur qui ne répond pas à une sollicitation sur son temps libre. Et quel est le rôle d'une application comme WhatsApp, par exemple, dans ce droit à la déconnexion? Alors, je reçois des tas de messages privés sur LinkedIn. Dorit, mon patron, m'envoie des messages à n'importe quelle heure sur le groupe WhatsApp de l'entreprise. J'en peux plus. Donc, il y a tout. Des startups, des multinationales hyper connues. C'est très vicieux parce que votre employeur envahit un espace privé et ça crée de la culpabilisation. Vous vous dites, bon, il va voir que je suis en ligne parce que je réponds à mes amis, donc je suis obligé de lui répondre. Ça fait intervenir la notion de conscience professionnelle jusqu'à votre sphère privée, alors que ça n'a rien à y faire. Quand vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Vous n'avez pas à avoir cette charge mentale. C'est quoi justement les enjeux de la déconnexion aujourd'hui? Il y a 3 enjeux majeurs au droit à la déconnexion, dont un qui va être étonnant, vous allez voir. Déjà, un enjeu d'équilibre de vie, avec des employés plus investis, plus engagés et donc plus fidèles à l'entreprise. Ensuite, on a un enjeu de santé, donc de charge mentale. On parle d'infobésité, donc une surcharge d'informations que la personne ne peut plus gérer, qui va jusqu'à un risque de burn-out. Et le dernier enjeu, donc assez étonnant, un enjeu de sécurité routière. 70% des cadres affirment travailler au volant. Donc répondre à des messages professionnels, ça multiplie par 23 le risque d'accident de la route. C'est dingue. Quelles sont les solutions dans ce cas-là pour les entreprises et les salariés? Pour les salariés, c'est refuser les groupes WhatsApp. Déjà, c'est la porte ouverte à toutes les dérives pour vampiriser votre temps, votre énergie et être en disponibilité permanente de votre employeur. Il n'y a rien de plus toxique. C'est particulièrement dangereux pour les startups qui sont souvent fans du modèle « on est une famille ». Traduction, si j'ai besoin de toi à 23h, je dois pouvoir compter sur toi. Non. Une entreprise, c'est un cadre, c'est une structure et ça passe par le respect de la vie privée des gens. C'est ça le management. Donc, on utilise des outils professionnels comme Slack, Teams. On programme des mails sur Gmail. Il y a toujours une solution pour qui veut en trouver une. Et pour éviter les tentations, on peut aussi avoir un téléphone professionnel et ne pas installer les applis professionnelles sur son propre téléphone. Comment vous expliquez justement ce phénomène de non-respect en fait, du droit à la déconnexion quelque part? Je pense que pour beaucoup de dirigeants, leur entreprise, c'est la prunelle de leurs yeux. Ils ont investi énormément d'argent dedans, énormément d'énergie. Ils se réveillent pour ça, ils mangent pour ça, ils respirent pour ça. Donc, ils commettent une grosse erreur. Ils pensent que tous les gens de l'entreprise pensent comme eux. Sauf que pas du tout. Il faut comprendre que le CDI, le CDD, le stagiaire, l'alternant, pour lui, votre entreprise, c'est clairement pas la priorité de sa vie. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens ne sont pas pros ou n'ont pas de conscience professionnelle, juste que c'est une implication émotionnelle différente et il faut en avoir conscience. On parle énormément de qualité de vie au travail, en ce moment, de bien-être au travail, de bienveillance, de sens au travail. Et ça passe aussi par le respect de la vie privée des gens avec qui on bosse et donc des outils qu'on utilise et de comment on les utilise. La bienveillance en entreprise, ça commence par la communication positive. Et c'est très vrai. Merci en tout cas Dorit pour cette chronique. Nous, on va passer à la deuxième partie du talk tout de suite. On le sait, c'est prouvé, plus l'éducation financière d'un enfant commence tôt, plus les leçons qu'il en retire sont utiles et positives. Mais quel que soit l'âge de votre enfant, on vous rassure et on est là justement pour en parler. Il n'est jamais trop tard pour lui apprendre à gérer son argent de façon responsable. On continue d'en parler avec Raphaël Leprêtre, CEO et cofondateur de MoneyWalkie. Est-ce que vous êtes les seuls sur ce créneau justement de l'éducation financière des enfants ? Non, il y a 2-3 entreprises qui existent aujourd'hui qui proposent plus des cartes bancaires traditionnelles telles qu'on peut les connaître et qui embarquent un peu ce sujet-là. On est les seuls à avoir disrupté le modèle pour aller jusqu'à changer le moyen de paiement lui-même et de passer sur l'objet. Pourquoi justement vous n'avez pas décidé de choisir une carte bancaire comme vos concurrents ? À la demande de nos enfants qui justement trouvaient que c'était beaucoup plus fun de payer avec un panda que de payer avec une carte. Et en fait on a appris un truc de l'éducation de nos propres enfants, c'est que plus ils sont dans le jeu, plus ils sont dans l'éveil et l'amusement, plus on véhicule
de manière intelligente des messages, et plus ils les absorbent facilement. Et donc nous, on voulait quelque chose à la fois de ludique pour passer un message qui est quand même important et grave derrière, et on trouve que ça marche plutôt bien. Vous auriez adoré, Dorit, avoir un Money Walkie avec vous en étant petite? J'aurais adoré. Moi, je voudrais dire qu'à l'école, on apprend aux enfants à utiliser un compas, à utiliser un rapporteur qu'ils n'utiliseront probablement plus jamais en sortie d'école, mais on ne leur apprend pas à utiliser l'argent, alors qu'en tant qu'adultes, ils vont utiliser de l'argent chaque jour de leur vie. Donc il y a une nécessité d'éduquer les enfants et de leur apprendre à utiliser l'argent avec pédagogie, parce que je suis convaincue comme vous que la meilleure façon d'apprendre, justement, c'est avec... de façon ludique, avec un maximum de pédagogie, donc avec des outils qui sont fun comme ça, justement, ça permet d'avoir une bonne approche. Donc ouais, je suis très très fan et j'aurais adoré avoir ça quand j'étais petite. Bah oui, à partir de quel âge on devrait commencer à parler d'éducation financière à nos enfants, dès qu'ils savent? À partir de 6-7 ans, l'enfant s'y intéresse parce qu'il voit son parent régulièrement payer à la boulangerie ou dans n'importe quel commerce. Donc, il y a une sensibilité, il y a une envie de comprendre. Donc, on peut commencer à en parler. Les enfants comprennent très, très bien de quoi on est en train de parler. Ensuite, ils ont besoin d'avoir un usage plus personnel à partir de 10-11 ans. C'est-à-dire l'âge où on voit commencer à apparaître les premiers achats personnels. C'est 9 ans et demi en France, donc c'est assez tôt. Quand je parle d'un achat personnel, c'est un achat fait par un enfant pour lui. Et à partir de 10-11 ans, ils vont multiplier les différents achats pour leurs copains, pour les frères et sœurs, pour la fête des mères. Donc les opportunités sont nombreuses. Gardez en tête quand même que les enfants voient l'argent entrer très souvent de manière assez sournoise dans leur vie, par la petite souris, qui vient leur apporter souvent une pièce lorsqu'ils perdent une dent. Donc l'argent arrive assez tôt dans leur vie en définitive. Et donc c'est intéressant de tout de suite leur expliquer à quoi ça sert. Quelle quantité d'argent il faut donner à son enfant? Vous avez des statistiques de versement qui sont... Je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne réponse. Il y a des besoins qui sont très différents d'un enfant à l'autre. Je vais prendre 2 exemples caricaturaux, mais l'enfant qui vit un petit peu dans l'arrière-pays français et qui fait un long trajet pour se rendre au collège à 11 ans, va avoir besoin de pouvoir s'acheter un goûter ou de faire face à des dépenses imprévues, beaucoup plus que l'enfant qui vit à Paris et traverse la rue pour aller au collège. Donc, en fonction des besoins, il faut les adapter, ne pas leur en donner trop parce que ils n'ont pas de besoin et d'utilité non plus à outre mesure. Après, c'est quand même intéressant de leur apprendre la générosité. La fête des mères, ce genre de moments sont des moments clés pour qu'ils puissent commencer à se pencher sur la question. Mais oui, c'est une thématique aussi qui n'est pas du tout abordée aujourd'hui à l'école. Pourquoi vous travaillez avec l'Éducation nationale, vous leur avez proposé un partenariat? On n'a pas encore travaillé avec eux. On a fait le constat de carence. Donc on a constaté qu'effectivement, il n'y avait pas grand-chose qui s'y passait. Et on a du mal à les aborder sur ce sujet-là. Vous remplacez quelque part une éducation financière qui n'est pas dispensée à l'école. C'est un manque. Moi, je compense, effectivement. Surtout que je trouve qu'il n'y a rien de plus inégalitaire. Et je pense que c'est un sujet, au contraire, que l'école de la République devrait saisir. Parce qu'il y a une grande différence. Les personnes qui sont nées dans des familles privilégiées vont avoir une transmission sur ces sujets-là qui va être importante. On va leur apprendre. Mais je suis même très surpris que l'État ne s'empare pas plus de ce sujet pour les jeunes enfants. Parce qu'on a longtemps entendu ce constat que les adultes ne savaient pas ce que c'est qu'un taux d'intérêt ou comment fonctionnaient les prêts. Je pense que c'est important de leur inculquer ces préceptes-là très tôt. On a travaillé avec des initiatives privées. Il y a on le sait, en France, ça marche beaucoup avec le système associatif. Et on a beaucoup d'associations qui nous ont rencontrés. Et notamment pour l'éducation chez les enfants qui ont des troubles d'attention, qui ont souvent des associations qui se préoccupent de ces sujets-là bien avant les autres. Ouais. Donc on a travaillé là. Aujourd'hui, votre cible, c'est uniquement des enfants? Alors, pas totalement. On a déjà 20% de nos clients qui sont des grands enfants, qui sont des adultes. On a commencé par rayonner, c'est pour ça qu'on parle souvent plus de la famille que des enfants chez nous. On a rayonné sur tous les métiers autour de la famille. Donc, on a beaucoup de parents qui l'ont donné à la nounou pour pas qu'elle fasse d'avance de fonds, pour les donner aux enfants et acheter des goûters en sortie d'école. Toutes les personnes qui peuvent travailler, les babysitters. Et on a finalement remplacé un peu le bol de pièces qu'on voyait traditionnellement dans les entrées des familles, et les parents s'en emparent, le donnent à toute personne qui devait aller acheter le pain, n'importe quel besoin de la famille. Et progressivement, on est sorti, on a rencontré la fameuse Gen Z, ces jeunes qui trouvaient un peu décalé, un peu barré d'aller payer en panda une tournée de bière. Donc on les aime beaucoup aussi. On aime ce côté décalé et on le cultive. Et il n'est pas si décalé parce que là, vous êtes venu avec un Money Walkie, avec un design complètement différent. Oui.
Vous pouvez nous en parler? Je crois qu'en plus, c'est d'actualité. C'est d'actualité. On a fait un partenariat avec Mastercard à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. Donc, on leur a fait un petit moyen de paiement pour leurs clients qui vont recevoir pendant toute la Coupe. Donc, c'est un petit ballon de rugby, forcément, hommage à Novali. Et on va le distribuer aux VIP, aux clients un peu importants pendant toute cette Coupe du Monde. Donc, on est hyper contents. Et on voit que ce sujet commence à nous être demandé par pas mal d'entreprises. Et on commence à travailler surtout avec des personnes âgées. Donc, ça, c'était plus surprenant. On a monté un partenariat avec Petit Fils qui accompagne des familles qui mettent à disposition des aidants. Et là, on aide les plus anciens d'entre nous qui, eux, ont des troubles de la mémoire, qui perdent les codes de carte bleue et dont les enfants sont souvent très angoissés à l'idée de laisser tous les intervenants qui peuvent les aider pour manger, pour faire leur toilette, utiliser n'importe quel moyen de paiement. Donc, on permet de sécuriser cette partie-là. Donc, c'est très intéressant aussi. C'est génial et on est ravis de vous avoir reçu en plateau. C'est la fin de cette émission, malheureusement, mais on pourrait la faire durer encore de longues minutes. Merci en tout cas à vous, Raphaël Leprêtre. Vous êtes CEO et cofondateur de MoneyWalkie. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ce sujet fascinant. Vous aurez compris, l'éducation financière, ça commence tôt. Et apprendre à gérer son argent, ça s'apprend, mais grâce à vous, c'est beaucoup plus facile. Donc merci à vous. Merci aussi à Dorit Naon, notre chroniqueuse du jour, d'avoir passé l'émission avec nous. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'école du futur. À demain.